Bien, ben, bonjour tout le monde. Voilà, bonjour. Alors, je vais faire les présentations puisque Monsieur Duteuil, on va vous présenter à enfin, à nos spectateurs et inversement. Donc, tout d'abord, bonjour et merci à Yoav Rossano qui dirige donc le département patrimoine et culture du consistoire et qui a initié cette visio Zoom depuis maintenant 2 ans, tous les lundis à 14 heures, pour parler du patrimoine juif en Alsace et avec aussi des rencontres plus ou moins littéraires sur des thèmes qui peuvent intéresser le public. Et puis, Yoav, bravo, parce que, en fait, qu'on se le dise, tu as quand même réussi à fidéliser beaucoup de gens qui sont là et que je salue et qui sont en Israël, en partie, en Alsace et en France. Voilà. Donc, Merci c'est à toi, Gabriel. Merci de nous bravo. joindre depuis C'est vrai, presque le début. il faut le dire, et shalom shalom aux Israéliens qui sont là. Voilà. Et donc, Laurent Duteuil, on va. Alors, je m'excuse, je m'interromps. Ah mince, Yoav, on n'a pas le droit de s'interrompre. Euh, bon, tant pis, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Alors, ok, c'est une fenêtre qui est ouverte en fait. Peut-être à un moment donné, je me lèverai pour la fermer. Voilà. Donc, Laurent Duteuil, vous êtes avocat, vous avez été non, directeur de cabinet du président du conseil régional d'Île-de-France. Donc, vous êtes aussi un homme politique, vous avez été un homme politique, ancré au PS, je crois bien. Vous avez créé le lieu du design à Paris. Et votre livre, donc J'ai 7 ans, que l'on voit ici, publié chez Viviane Ami, chez Flammarion, est votre premier livre. Et pour un premier livre, vous vous êtes lancé dans un récit tout à fait personnel. Peut-être que quand on commence à écrire à ce moment-là de sa vie, on est forcément dans des récits personnels. Mais un récit personnel qui a vraiment fait mouche, qui frappe par sa puissance, par aussi le thème évidemment, et qui a du coup a séduit notamment les comités du livre Vizzo, puisque Laurent Duteuil était invité donc au salon du livre de la Vizzo à Strasbourg et a tourné dans d'autres salons du livre juifs en France. Voilà. Donc, et d'ailleurs, vous êtes aussi je vous l'apprends peut-être, dans la sélection des livres pour le prix Vizzo 2022. Voilà. Aux côtés d'autres personnes. Alors, j'ai 7 ans en fait. Comment dire, c'est le titre J'ai 7 ans correspond à une espèce de déflagration, mais vous en aurez comment dire, la conscience plus tard. Lorsque vous avez 7 ans, il se passe quelque chose dans votre vie. Et puisque vos parents vous prennent entre quatre yeux, si on peut dire, pour vous annoncer quelque chose de très très grave qu'il ne va pas falloir que vous répétiez. Donc vous vous appelez Laurent Duteuil, jusque-là rien de spécial, vous êtes un enfant de l'Ouest parisien, élevé dans une famille aimante, bourgeoise, voilà, avec les grands-parents, bon, rien de spécial, tout va bien. Vous n'avez jamais entendu parler du mot juif, ça c'est totalement étranger, ça ne fait pas partie de votre univers. Et pourtant, donc à l'âge de 7 ans, on ne sait pas exactement pourquoi d'ailleurs vos parents ont choisi 7 ans, cet âge de 7 ans, peut-être vous étiez considérant que vous étiez assez grand à ce moment-là. Donc, ils vous annoncent quelque chose de terrible et qu'il ne faudra surtout pas répéter, à savoir que, en fait, vous êtes juif et que vous ne vous appelez pas Duteuil, mais votre vrai nom, c'est Deutsch. Voilà. Donc, le livre commence avec un premier chapitre qui vraiment est très frappant, très fort. C'est un peu une scène comment on dit, initiatique, oui, c'est une scène primaire comme ça, et que vous racontez très bien. Et je vais vous laisser raconter en fait comment est-ce que, si vous arrivez en fait à vous rappeler, on part de ça, après on va parler de l'identité, de la transmission, de l'absence de transmission, il y a vraiment plusieurs sujets intéressants. Mais comment ça s'est passé dans votre souvenir? Comment est-ce que vos parents, enfin, ce que ça a signifié pour vous à ce moment-là, qu'on vous apprend que vous êtes juif? Et qu'est-ce que ça, voilà, quelle était la portée, en fait, la portée symbolique et tragique pour le coup, c'est complètement tragique, du fait d'être juif? D'abord, permettez-moi, Madame Rosner et Yoa Brossano, de vous remercier très vivement, très chaleureusement
de l'invitation que vous me faites à m'exprimer devant vous sur cette terre d'Alsace qui m'est familière, puisque comme on aura peut-être l'occasion de le découvrir tout à l'heure, ma grand-mère est née à Mulhouse, allemande, en 1906, et donc connaît votre histoire. Et je suis d'autant plus honoré de parler devant vous, devant votre communauté, que justement, la communauté juive d'Alsace est d'une importance historique majeure au sein du judaïsme français. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir pensé à moi et à mon livre et me donner l'occasion d'en parler. Et pour répondre à la question de Madame Rosner, sur ce qui m'arrive à 7 ans, c'est, comme je l'indique dans le livre, la révélation d'un secret. Je ne sais pas pourquoi non plus 7 ans. Je n'ai jamais posé la question à mes parents, mais toujours est-il qu'un soir, après dîner, ils m'invitent à aller dans ma chambre et nous nous retrouvons tous les trois, moi au milieu d'eux, en tiré de l'amour de mes parents. Et ils me disent, tu sais, mon fils, tu n'es pas tout à fait comme les autres. Alors moi, pas tout à fait comme les autres, je me demande bien ce que je n'ai pas de commun avec les autres. Et d'ailleurs, je trouve ça plutôt inquiétant, parce que si je ne suis pas comme les autres, c'est que soit j'ai un problème, soit que je suis un surdoué, soit je suis un handicapé. Toujours est-il qu'ils me disent « Non, tu n'es pas tout à fait comme les autres parce que tu es juif ». Et c'est un terme que pour la première fois de ma vie, j'entends de la bouche de mes parents, car le mot juif et la judéité en général n'était absolument pas à l'ordre du jour de quelque conversation que ce fût à l'intérieur de la vie familiale. Et donc, ils me révèlent ce secret, je les écoute, mais il se trouve que la révélation de ce secret est assortie d'une mise en garde. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais que je le répète, car sinon on pourrait venir nous arrêter, et il me laisse avec cela. Et moi, pour la première fois, je vois sur mes cahiers un nom qui n'est pas le mien, car ils viennent de me révéler que je ne m'appelle pas vraiment Dutheil, mais que mes parents et mon père a changé de nom après-guerre et que nous appelons Deutsch. Et donc, je n'en suis pas particulièrement étonné ni surpris, ça m'indiffère plutôt, et ce moment-là tombe dans l'oubli pendant longtemps. Alors, effectivement, ce moment tombe dans l'oubli. Ce qui est frappant, c'est que finalement, donc vos parents sont nés évidemment avant la guerre. Ils ont été jeunes pendant la guerre. Ils étaient adolescents et je suppose ou presque jeunes adultes en fait. Maman Donc, avait 10 ans et papa avait 16 ans. oui, d'accord. Non, alors c'était enfants et adolescents, donc ils ont été cachés. Ils ont eu une histoire tragique, probablement. Comme ça, vous vous étendez pas trop là-dessus dans le livre. Et donc, en fait, finalement, être juif, ça a été du malheur, ça a été que du malheur. Et donc, ils sont allés, ou en tous les cas, votre père, mais apparemment aussi votre mère aussi, hein, c'était quelque chose à deux, ça. Hein. Ils sont allés au bout d'une logique implacable. Être juif, ça nous a apporté du malheur, c'est risquer de mourir d'un instant à l'autre. Bon, ben, c'est pas compliqué, on décide de ne plus l'être. Et que nos enfants, surtout, ne le soient plus. Donc, il y a une espèce de logique extrêmement cartésienne d'aller au bout de son raisonnement. Sauf, et donc, vous avez été baptisé. Hein, je veux dire, ils ont. Voilà. Et pour leur, mais sauf qu'en fait, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire, la judéité, finalement, c'est quelque chose qui vous colle à la peau, comme disait l'autre. Et on ne s'en débarrasse pas aussi facilement. Et surtout, ça pose évidemment la question de la transmission. C'est-à-dire qu'on ne veut pas transmettre quelque chose, on transmet malgré tout la volonté de ne pas vouloir transmettre quelque chose, probablement. Donc, voilà, je vais vous laisser continuer là-dessus. Comme vous dites très justement en introduction de notre échange, mes parents, comme bien d'autres, ont été traumatisés par la guerre. Ils l'ont été tellement, avec évidemment la part de déportation qui est intervenue dans notre famille, comme d'ailleurs peut-être aussi dans les familles de ceux qui participent à cet échange. Ils ont décidé de ne plus être juifs. Il ne fallait plus l'être
compte tenu de la tragédie qui était intervenue. Et donc, la question qui, moi, m'a agité depuis maintenant une bonne trentaine d'années, c'était comment nager dans les eaux mêlées de ce que mes parents ne voulaient plus être, de ce qu'ils étaient encore et qu'ils ne souhaitaient pas que je sois. Et donc, c'est l'histoire du livre, c'est-à-dire comment, à partir d'un traumatisme, à partir d'un non-dit, à partir du moment où mes parents ils faisaient allusion sans rien expliquer, comment moi, je suis parti à la recherche à la fois de ses origines et de ma judéité, sans que je sache encore aujourd'hui ce qu'elle signifie. D'accord. Alors, vous êtes parti à la recherche de vos origines. Alors, c'est venu très, on va dire, progressivement, enfin, on voit dans le livre, et parce qu'il y a une autre scène tout à fait emblématique, donc, qui se passe à l'âge de 13 ans, mais je suis en train de spoiler le livre, comme on dit, mais il ne faut pas que ça vous empêche, j'espère que je vous donnerai aussi l'envie de le lire, parce que c'est bon, ça, voilà, il est vraiment intéressant. Et donc, l'autre scène très, très forte du livre, et donc, lorsque vous avez 13 ans et que vous avez un professeur de français qui cherche à trouver l'origine des noms de famille des enfants de la classe. Et lorsqu'il. Voilà, alors ça, je vais vous laisser raconter parce que c'est très. Bon, enfin, c'est très fort. Ce qui se passe là à ce moment-là, c'est très révélateur. Nous en étions au fait, Madame Rosner, que à 7 ans, on me révèle donc cette judéité sans que pour moi elle ait la moindre signification et comme je le dis, elle tombe dans l'oubli de 7 ans à 13 ans. 13 ans d'ailleurs, évidemment, à l'époque où les garçons font leur bar mitzvah. Mais c'est le hasard qui fait que c'est à Ouais. cet âge-là que se passe ce que je vais vous énoncer. Nous sommes au lycée, mon professeur principal de français, au premier jour de l'année, va nous faire jouer un jeu. Et ce jeu consiste à rechercher l'étymologie de nos noms afin qu'il puisse, comme il le dit, mieux nous identifier. Et donc, il y a la classe, c'est le premier jour. Moi, je suis très content parce qu'il n'y a aucun devoir, il ne faut rien écrire. Et puis, j'écoute ce professeur qui parle des terroirs, des morceaux de terre. Et là, je sens comme une sorte de malaise parce que pour moi, la France, ce n'est pas un terroir, c'est un territoire. Euh, mais les membres de ma famille qui ont disparu, ils n'ont pas disparu d'un terroir, ils ont disparu d'un pays, la France. Et donc, je sens comme un malaise monter en moi jusqu'au moment où il arrive à moi. Et il dit Dutheil, voyons voir. Dutheil, ah oui, Dutheil, oui, bien sûr, ça vient de la Provence, ça vient de Dutilleul. Et donc là, je me dis, mais en mon fort intérieur, c'est pas possible. Ça peut pas être du Tilleul, la Provence, je ne la connais pas. Elle ne figure même pas sur les cartes de géographie. J'y suis jamais allé en vacances avec mes parents. Et là, pour la première fois, je me lève et je dis, ah non, pas du Tilleul, Deutsch. Alors là, mon professeur que j'avais pris en défaut est un petit peu ennuyé. Il me dit simplement, bon, Dutheil, asseyez-vous. Et moi, encore une fois, pendant quelques heures, cette séquence tombe dans l'oubli jusqu'au dîner du soir, où, comme à son habitude, mon père dit quoi de neuf. Alors, quoi de neuf, chacun est appelé à répondre, mais comme il le dit à chaque fois, personne n'y répond plus, et puis il insiste. Et il dit, mais vraiment, vous n'avez rien à raconter aujourd'hui, on est à table, mes parents, ma soeur et moi. Et je dis, ah bah tiens, si, on a joué à un jeu, je vais vous raconter le jeu auquel on a joué. Alors, je raconte le jeu, et là, mes parents s'arrêtent de manger, déposent leur couvert, silence de mort. Alors, je lirai bien, en fait, le passage, si vous êtes d'accord, enfin, à moins que vous l'ayez sous les yeux, mais sinon, je peux le lire, page 37. J'y Parce que, suis avec vous. d'accord. Ben, donc, lorsque vous dites donc, qu'en fait, vous vous appelez, euh,
Donc voilà, du tilleul. Alors, lorsque vous dites que, enfin, vous citez votre professeur, du tilleul, de la Provence, absolument. Je savais bien que les Duteuil, il y en avait un peu partout, avec ou sans H. Il doit forcément y en avoir en Provence, sauf qu'avant, il s'appelait du tilleul. Sa voix, donc celle du professeur, est pleine d'une assurance forcée, l'ambiance se détend. J'ai dit non. Quoi? J'ai dit non. Donc là, vous parlez de votre père. Son visage est de cire, son teint blême, ses traits sont durs. Il cogne du poing sur la table une fois, deux fois, trois fois. Mais qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non, pas du tilleul, Deutsch. Mon père a les yeux exorbités et se met à hurler sans s'arrêter, tandis que la table menace à chaque coup de s'écrouler. J'ai souvent vu papa en colère, mais je ne l'ai jamais vu comme ça. Ce n'est pas un coup de colère, c'est un cri de douleur. Maman est ravagée, elle pleure. Ma sœur Catherine paraît anéantie. Les hurlements reprennent. Mais tu te rends compte? Non, mais tu te rends compte? Mon père s'est levé. Il marche à grandes enjambées, fait plusieurs fois le tour de la table, s'arrête, lève les bras au ciel, me prend par les épaules, me secoue à me faire tomber, me fait mal. Tu te rends compte? Je suis terrorisée. Qu'est-ce que j'ai dit qui justifie que mes parents se mettent dans un pareil état? Debout, les mains tremblantes, mon père fait claquer la sentence définitive et terrifiante. Maintenant, si on vient nous arrêter, on saura pourquoi. Alors ça, c'est terrible en fait. C'est terrible parce que c'est d'abord pour vous qui avez 13 ans à ce moment-là, c'est certainement incompréhensible, ultra culpabilisant. Et puis vous vous dites à ce moment-là, mais est-ce que vous en avez conscience que vos parents ne sont jamais sortis de la guerre en fait? Ils ne sont jamais sortis de leur enfance cachée, de leur être d'enfant caché. Ils le sont toujours 20 ans après. Mais voilà, je vous laisse parler. Est-ce que vous en avez conscience à ce moment-là? En fait, c'est un moment fondateur. D'abord, je voudrais rendre hommage au ton avec lequel vous avez lu mon texte, parce que vous devriez faire du théâtre, dans la mesure où vous restituez absolument le contexte. Et il y a une double détente dans ce moment. C'est que, à la fois, c'est le drame. J'ai réveillé la douleur de mes parents. Et en même temps, le petit garçon que je suis, qui a 13 ans, pour la première fois, dit non. Et c'est mon premier vrai non. Non pas NOM, mais NON. Donc, pour moi, c'est un moment fondateur qui va commencer à m'armer dans ma vie d'adulte. Et plutôt que de faire ma bar mitzvah et de devenir, comme on dit, un homme responsable, je commence à devenir un homme à partir du moment où j'affirme et j'assume mon identité propre de juif à travers un nom que mes parents ont changé, que moi-même je ne cherche pas évidemment à retrouver, mais en même temps qui fait ma fierté. Alors, à ce moment-là, est-ce que, cela étant, enfin, est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, mais je vais peut-être reprendre le nom Deutsch, puisque finalement, vous ne l'avez pas repris, ce nom Deutsch? Ah non, non, je ne l'ai pas repris. Le moment où la question s'est posée, c'est avec mes enfants. Parce que vous avez évoqué la question de la transmission tout à l'heure. Je suis un juif, comme vous dites, qui suis sans croyance, sans religion et sans éducation. Et donc, suis-je juif? Et comment le suis-je? Et par rapport justement à mes enfants, comment transmettre et quoi à mes enfants, puisque je n'ai pas d'appartenance juive, mais simplement un fil qui me relie à cette histoire. Et donc, c'est toute la question du livre. Alors, vous dites aussi, donc vos parents, en fait, enfin, pas vous dites, ça c'est moi qui trouve, vos parents vous ont, finalement, ils n'ont pas entièrement dissimulé cette identité juive. Enfin, ils ont fait attention pour que vous ne deveniez pas juif, en fait, pour que vous n'ayez pas cette identité, pour vous protéger, si les nazis reviennent, en fait. Et cela étant, ah oui, alors vous évoquez aussi, à part ça, vos liens familiaux, parce que vous êtes en famille avec, vous avez des liens familiaux avec René Cassin, en fait, puisque qui était, je n'ai pas trop suivi, enfin, bah, c'était C'était votre mon grand-oncle. grand-oncle. Ah, c'était votre grand-oncle, voilà. Donc c'était votre grand-oncle, je crois aussi avec les Crémieux.
Donc, tout ça, c'est des filiations, on va dire, prestigieuses. Bon, ça a été des juifs, en l'occurrence, qui se sont assumés comme juifs et qui ont fait des choses extraordinaires. Bon, puisque René Cassin était le rédacteur de la Déclaration universelle des droits Déclaration de universelle des l'homme. droits de l'homme, merci. Et puis, il a été prix Nobel aussi de la Ouais, paix. ouais, tout à fait, ouais, prix En Nobel de la paix, c'est ça. 68, il a été vice-président du Conseil d'État. C'était l'un des premiers à rejoindre De Gaulle en 1940 à Londres. D'ailleurs, De Gaulle dit à ce moment-là une phrase Ouais, qu'on connu. connaît pas tant que ça, mais qui est en fait assez célèbre pour ceux qui veulent bien se pencher sur ce moment de l'histoire. Il a dit: j'ai cru venir voir l'église, j'ai eu la synagogue. Ou j'ai attendu l'église, non? C'est pas plutôt J'ai ça, non? attendu l'église, j'ai eu la synagogue. J'ai eu la synagogue, ouais. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Mais en tous les cas, avec une filiation, avec des ascendances juives tellement inspirantes, hein, comme vous le dites, ça aurait pu, justement, vos parents auraient pu chercher à s'inscrire dans cette filiation. Or, comme vous le dites, la guerre a tout détruit sur son passage, en fait, hein. À partir de là, c'était terminé. Pour autant, lorsqu'il y a la guerre de 67, la guerre des 6 jours en Israël, ensuite la guerre de Kippour de 73, vous racontez comment, à ce moment-là, là, vos parents, le sentiment d'appartenance, en fait, il sort, il réapparaît. Et pour moi, la guerre, Pour beaucoup de chère juifs, Madame d'ailleurs. Rosner, ce fut un bonheur. Pardon? Ce fut un bonheur. Ce fut un bonheur. Alors, Le guerre fut un expliquez-nous. bonheur, non pas évidemment parce que c'était la guerre, évidemment, mais parce que c'était un moment déterminant où nous retrouvions une unité familiale derrière une judéité assumée. Car en 67, alors même que mes parents ne voulaient plus rien entendre, ils étaient d'une inquiétude absolue avec, comme on le sait, ces diatribes de Nasser qui appelaient à rejeter les Juifs à la mer. Et pour mes parents, il y avait là ce traumatisme qui revenait. Et donc, ils étaient toute la journée avec leur poste de radio. À l'époque, il y avait des petits postes de radio qui on écoutait à l'oreille. Et donc, au fur et à mesure de la progression de Tsahal, au fil des jours, je voyais mes parents pleurer. Ah oui. Je voyais mes parents pleurer de joie. Et moi, je comprenais d'où venaient ces pleurs. Et donc, ce peuple qui avait été si cruellement massacré, assassiné, tenait là, si je puis dire, une forme de, non pas de revanche, mais en tout cas d'une identité qui faisait que la force, la puissance était de retour. Au nom de quoi? Au nom du droit des Juifs à avoir une terre. Et pour mes parents, c'était capital. Donc, la guerre de 67 et la guerre de 73 qui finalement a conclu une nouvelle fois à la victoire d'Israël, a fait que ces deux guerres étaient pour moi des moments d'unité familiale que je n'avais jamais connus autour de cette judéité que mes parents, par ailleurs, en France, à Paris, réfutaient. C'est compliqué quand même, hein. C'est assez compliqué, oui. Ouais. Vous écrivez à un moment donné dans votre livre: «Appartenir à une famille juive est pour moi une étrange sensation». Et oui, parce que toute ma famille est juive, du côté de mon père comme du côté de ma mère. Et quand je revois l'arbre généalogique, je n'y vois que des Veil, des Dreyfus, des Abraham, des Bloch, et que des noms juifs. Et donc, d'ailleurs, de ce point de vue-là, à mes enfants, dont je ne savais pas très bien comment transmettre. À chaque fois qu'il y avait un nom juif qui apparaissait, je faisais remarquer à mes enfants, ah tiens, c'est quelqu'un qui est juif. Et c'était aussi une manière de leur transmettre l'identification des personnes qui faisaient partie, sinon d'une communauté, en tout cas d'une communauté d'appartenance. C'est ça. Donc, une communauté d'appartenance, une identité. Mais est-ce que vous, en fait, avec le temps, vous vous êtes senti, ou dans votre vie, vous êtes senti, finalement, vous avez eu ce sentiment d'appartenance? Ou bien, quand on est élevé comme vous l'avez été, enfin, comment est-ce que vous avez fait? Bon, alors vous vous êtes engagé politiquement. Alors, est-ce que l'engagement politique peut être un moyen aussi non, enfin, je sais pas, de retrouver peut-être une communauté aussi? Est-ce que vous,
vous avez fait quelque chose au courant de votre vie pour essayer de matérialiser cette appartenance? Finalement, en fait, quand on est juif, enfin, vous posez ça, votre histoire, Yoav d'ailleurs, peut aussi, enfin, il y a beaucoup de gens qui peuvent intervenir sur le sujet. Qu'est-ce que c'est être juif, en fait, hein, et est-ce qu'on se sent juif? On est juif, du verbe naître, on est EST juif, enfin, voilà, qu'est-ce Je prendrais qui. volontiers la question qui était posée à Sigmund Freud, que je relate dans mon livre, et à qui on demandait mais c'est quoi pour vous, professeur, être juif? Il a eu cette réponse qui me va très bien et que je vous livre. Euh, Quand on lui dit mais qu'est-ce qui est encore juif chez toi? Et il dit encore beaucoup de choses et probablement l'essentiel. Et c'est tout. Et donc j'en suis là. Je ne sais pas quoi en faire. Lorsque je suis avec des juifs, je me sens juif et je me sens, sinon en famille, en tout cas avec des liens, euh, une sensibilité Mmh. que je sens, c'est une sorte de ressenti. Et quand je suis avec des non-juifs, ils me renvoient parfois à ma judéité sans même que j'ai à l'exprimer. Et donc, c'est un peu schizophrène. À la fois, je le suis, et à la fois, je ne sais pas ce que ça veut dire que de l'être. Et donc, C'est ça. il faut que je me débrouille avec ça. Et c'est l'histoire de ce bouquin. Ouais. Alors il y a une autre, il y a évidemment, comment dire? Un passage, enfin plusieurs chapitres du livre consacrés à la visite que vous avez fait avec, en famille, avec votre épouse et vos enfants, d'Auschwitz. Enfin, alors d'abord à Yad Vashem, enfin vous étiez en Israël. C'était peut-être dans le cadre d'un voyage, politique, non? Enfin je c'est pas très Alors, clair. d'abord, j'ai, entre guillemets, commencé Ouais. dans le temps, en tout cas, par Auschwitz. Mes enfants avaient 13 et 11 ans. Ma femme n'est pas juive. Et comme cette question me travaillait beaucoup et que je ne savais pas comment transmettre, j'ai eu l'idée, je ne sais toujours pas si c'est une bonne idée, mais finalement, avec le temps, je me dis que je n'ai pas mal fait. En tout cas, j'ai voulu bien faire. Euh, Qu'à l'occasion d'un voyage en Europe centrale, avec mes enfants, nous étions passés par Prague et visité le vieux cimetière juif de Prague. Nous avons été jusqu'à Cracovie, de Cracovie jusqu'à Ovitsin, jusqu'à Auschwitz. Et c'était une manière de transmettre à mes enfants le silence dans lequel j'avais été élevé et que ce silence devienne à Auschwitz assourdissant Mmh. et que je puisse partager avec eux cette histoire. Alors bien sûr, l'histoire des Juifs, ce n'est pas seulement Auschwitz, c'est aussi une histoire faite de savants, de conseillers des sultans. C'est une histoire de culture, c'est une histoire de soldats des armées de Leclerc qui défendent la patrie. Et vous êtes bien placé en Alsace pour savoir ce que veut dire défendre la patrie. Mais à Auschwitz, je voulais qu'il y ait une unité familiale autour du traumatisme que je voulais d'une manière ou d'une autre leur transmettre, sachant que ce traumatisme était compensé par une explication des choses euh, à mes enfants. Et lorsque je me suis rendu en Israël plus tard, la question que je m'étais posée était de savoir si en rentrant d'Israël, je me sentirais plus juif qu'avant ou non. Eh ben, je peux vous dire qu'à Auschwitz, je me le suis senti totalement, mais comme je le dis dans le livre, qui ne se sent pas juif à Auschwitz? Oui, alors là, si vous dites, qu'ils ne se sent pas juif, à Auschwitz, on s'en sort pas. Enfin, vous ne vous en sortez pas. Je veux dire, c'est pas Je fais ce que je peux. Hein. je veux dire, ça va pas. Mais Heu, pourquoi ça ne va pas? mais par contre, non, mais bon, parce que je suis pas sûre finalement que tout le monde se sente, enfin, au-delà de comment dire? Un peu de la boutade, qu'est-ce que ça signifie que tout le monde, oui, on est remarque parce que vous renvoyez finalement à Voilà, l'humanité profonde des gens. voilà. Je comprends bien, bon, sachant qu'à Auschwitz, on a exterminé quand même 6 millions de juifs, pas parce qu'ils étaient des humains, parce qu'ils étaient
des humains juifs. Voilà. Oui, oui, Enfin, je absolument. pense que je conteste un peu ce que vous dites, en fait. Je ne sais pas ce qu'en pensent les spectateurs, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur cette fin de phrase. Par contre, le rapport à Israël, finalement, ça, vous dites, hein, ça n'a pas changé grand-chose, en fait. Mais alors après, se pose la question, effectivement, vous, de votre transmission d'un silence et d'une absence à vos enfants. Et aussi de comment vos enfants ont vécu, enfin pas ont vécu, ont cherché à percer un espèce de mystère, enfin, ce mystère de l'absence, enfin ce silence en fait, avec leur grand-père. Et là aussi, il y a des pages assez savoureuses, enfin des quelques récits assez savoureux dans votre livre sur comment dire, la volonté de votre fille en particulier de comprendre auprès de votre père, donc de son grand-père, pourquoi est-ce qu'il veut rien faire, pourquoi est-ce que, alors qu'il connaît les prières, il veut pas faire un repas de Rosh Hashanah par exemple, enfin pour peut-être revivre un rituel que vous n'avez jamais connu. Et puis bon, Mais là aussi, enfin, la peur ne l'aura jamais quitté en fait. c'est exactement ça. Vous avez parfaitement identifié le fond de l'affaire, si je puis dire. C'est la peur. Je vais vous raconter une anecdote qui figure dans le livre. Il y en a bien d'autres, mais celle-là m'a profondément marqué. C'était il y a quelques années. Ma fille, qui s'appelle Anna, titille un peu mon père sur sa judéité pour regretter l'absence de rituel. Et lui dit, mais écoute, papa, je ne comprends pas. Tu as fait ta bar mitzvah, tu t'es marié à la synagogue, c'est le grand rabbin Kaplan qui vous a marié, tu es juif, moi j'ai bien le droit d'être juif aussi. Et mon père, agacé, essaye de changer de sujet, mais ma fille, qui a une certaine ténacité, ne le lâche pas et continue à lui poser des questions. Et mon père lui dit, juif, prouve-le. Comme si 60 ans après, il fallait encore qu'il baisse son pantalon. Ouais. On en est là. Et donc, c'est l'histoire de sa vie. L'histoire de sa vie, comme de ma mère d'ailleurs, c'est la peur. Ma mère a dit un jour devant moi et devant d'autres personnes, le plus grand bonheur de ma vie, c'est d'avoir changé de nom. Ouais. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle va dans un magasin, lorsqu'elle réserve un billet de train, lorsque son nom apparaît, ce n'est plus le nom de Cahen, qui est son nom d'origine, mais c'est un nom qui n'est pas juif. Et donc, elle n'a plus peur. Elle ne risque pas d'être interpellée. Et elle dit, le regard des gens sur moi a changé parce que ma mère a été traumatisée. D'ailleurs, chaque 8 mai de mon enfance, elle m'emmenait tout près de la place de l'Étoile et flotte sous l'Arc de Triomphe le drapeau français qui flotte au vent. Et elle me disait, alors que j'avais 8 ans, regarde ce drapeau. Moi, j'ai vu pendant 5 ans flotter la croix gammée. Celui qui ne l'a pas vu ne peut pas comprendre. Et nous rentrions chez nous sans un mot d'explication, mais en même temps, ce qu'elle avait dit était tellement signifiant qu'évidemment, moi, ça m'a construit. Et donc, comment cela a fonctionné? En permanence par l'allusion, en se passant de l'explication. Et donc, à partir de cette allusion, il a fallu que moi, j'aille chercher les éléments d'explication à la fois dans l'histoire familiale, mais aussi dans les livres et dans les documents, car les livres, pour moi, ça m'a formé et c'est comme ça que mon esprit a grandi. Car, comme je dis souvent, les livres, et j'en vois beaucoup derrière vous, ça agrandit l'esprit. Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui a joué un rôle de révélateur, un rôle initiatique comme ça? Auquel vous pensez? Initiatique, oui, mais pour ma formation d'homme, pas lié à la judéité. Mais les Thibauts, oui, les D'accord, non, Thibauts. lié à la judaïté. Bon, alors il y a évidemment Primo Levi, j'imagine, mais ça c'est Ah, mais les livres liés à la judéité, c'était les livres liés à la Shoah. D'accord.
Et donc, mon initiation, ou mon parcours initiatique, ça a été à la fois les livres et les films. Les livres sur la Shoah, bien sûr, et les documentaires. D'ailleurs, comme je ne savais pas comment et quoi transmettre à mes enfants, le cinéma a été pour moi un véhicule. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder des comédies musicales, au lieu de regarder des westerns ou des choses comme ça, eh ben, je leur passais Au revoir les enfants ou plus tard, et pas beaucoup plus tard d'ailleurs, de Nuremberg à Nuremberg. Et j'avais hâte qu'ils regardent Shoah. Les pauvres, je les ai gavés, je les ai traumatisés, si ça se trouve. Si bien d'ailleurs que mon fils m'a dit « Mais moi, je veux pas être juif, je veux pas être juif », parce que pour lui, être juif, c'était être assimilé au drame. Alors évidemment, il a grandi, et depuis, les choses ont beaucoup changé. Et donc, nous partageons évidemment le combat contre le racisme et l'antisémitisme, surtout dans la période d'aujourd'hui où reviennent les vents mauvais. D'accord. Non, mais écoutez, je vous remercie, parce que c'est très intéressant. Gabriel, est-ce Peut-être que tu me permets une petite question oui, je t'en prie, bien par sûr. rapport aux enfants? Ils ont quel âge aujourd'hui? Ma fille a 31 ans et vient d'avoir une petite fille qui s'appelle Gabi, diminutif d'ailleurs, je le dis à Madame Rosner, de Gabriel. Et donc, Très il y a un joli prénom, côté angélique, si je puis dire. joli prénom. Donc, Yoav, c'est dans quel sens Alors que aujourd'hui, les enfants, qu'est-ce qu'ils font avec les bagages moitié juif, moitié pas juif? Voilà, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Avec, Je vais vous voilà. raconter, cher Yoa, je vais vous raconter une petite anecdote. Ma fille, à 18 ans, sans me prévenir, part en Israël en kibbutz. Hmm. Alors moi, j'étais pas du tout prévenu. Elle avait des amis scouts israélites et elle m'en avait pas parlé. Elle me dit, j'ai pris mes billets, je vais en Israël en kibbutz pendant les vacances scolaires. Alors moi, j'étais quand même assez surpris. Hein, on n'en avait pas parlé. Ma fille en Israël en kibbutz, quand même, ça voulait dire quelque chose. Hmm. Bon. Et au retour, je lui ai posé la même question que moi-même je m'étais posée lorsque j'étais allé en Israël, et j'ai dit à ma fille Anna, mais est-ce qu'au retour d'Israël, tu te sens plus juive qu'avant ou pas? Elle prend quelques secondes pour réfléchir et elle me dit, tu sais papa, je suis de ces personnes qui ne savent pas quelle fête fêter. Voilà. Mhm. Et donc nous sommes pareils, nous ne savons pas quelle fête fêter. Nous ne fêtons pas Noël le 24 décembre, nous ne fêtons pas la sortie d'Égypte. Mon père a toujours refusé les rituels de Rosh Hashanah et de Kippour. Je l'y ai incité, et je n'ai pas réussi. Et donc, avec les enfants, nous trouvons des codes mal taillés pour vivre notre appartenance comme nous pouvons. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'ils ont une sensibilité. Ensuite de ça, définir cette sensibilité, j'en serais bien incapable. Est-ce que quelqu'un d'autre, Merci. merci Laurent Duteuil, est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir? Je pense, Martin, tu as ouvert ton micro, alors Oui, c'est bien pour ça. sûr. Oui. Donc Tu as une petite Martin question est en J'avoue, Israël. vous m'avez beaucoup touché parce que moi aussi, à 13 ans, j'ai dit à mes parents, je suis juif. Ah, c'est incroyable. 13 ans. Et Ah, aujourd'hui, on ne me croit pas. ah, moi je vous crois, moi je vous crois. Oui, 13 ans, c'était décisif. Mais ma situation était beaucoup plus compliquée parce que mon père était juif et ma mère n'était pas juive. Et ma mère a dit, oui, je le comprends. Et mon père a dit, tu es fou. Comme tu as une mère goy, tu vas te marier avec une goy et finir le problème juif. Parce que moi, je ne peux pas. Moi, je suis juif et je ne peux pas me convertir. Ça ne sert à rien à Auschwitz. Il a été sauvé par un juste qui l'a amené en Suisse. Et là, ma mère a dit, il a raison. Et à partir de 13 ans, je savais que je suis juif. Mais comme je ne suis pas croyant, c'était très compliqué. Parce que s'il n'est pas juif, tu pointes plus la loi juive, la halakha. Et la communauté juive, ça ne me disait rien. Ça me semble un public très riche et gâté. Et à part les réfugiés, parce que nous, on était le cercle des réfugiés, des communistes, des juifs communistes.
Et je dois dire, vous m'avez beaucoup touché parce que je comprends très bien. Naturellement, moi, j'ai pris d'autres conséquences parce que j'ai dit, je peux être juif libre uniquement en Israël. Je ne peux pas être juif libre en Suisse parce que je ne peux pas dire à la communauté, parce que je ne suis pas pratiquant. Et si je veux être juif libre, ça va être en Israël. Alors, je suis parti pour Israël et je suis juif libre. Mes enfants, 2 enfants, garçons, israéliens, que beaucoup de gens n'y comprennent pas comme Israéliens. Les Israéliens nés en Israël, ils ne comprennent pas la situation de la diaspora. Petits-enfants juifs, moitié oriental, irakiens. Et comme ça, vraiment, m'avait beaucoup touché, mais comme je ne sais pas écrire en aucune langue, je suis germanophone, ça veut dire dialectophone suisse. J'ai appris l'allemand à l'école, l'allemand Hochdeutsch à l'école, le français, ma mère était alsacienne, et c'est pour ça mon amour pour l'Alsace. Et c'est ma mère qui m'a introduit au judaïsme en faisant des visites dans les cimetières juifs d'Alsace, Incroyable. en me montrant la vie juive alsacienne de dehors. Elle avait quitté l'église. Sa sœur aussi s'était mariée avec un juif, pas un réfugié pour moi, mais un juif suisse, journaliste. Et la grande sœur s'est mariée à une catholique qui était réfugiée en Suisse contre le système nazi en Allemagne. Alors, vous m'avez beaucoup touché. Je vais lire votre livre, comme je n'arrive pas à écrire en aucune langue. Vous pouvez écrire en suisse-allemand, Schweizerdeutsch? Oui, je parle schweizerdeutsch, c'est ma langue maternelle, de la rue. Vous pouvez écrire en Schweizerdeutsch, non? Oui, c'est ça. Maintenant, en ce moment, je fais une vidéo là-dessus pour mes enfants. Ça s'appelle « Le retour au judaïsme ». Par contre, je fête les fêtes. J'ai écrit mon doctorat sur les rapports entre la halakha juive et la loi israélienne à l'université de Beersheva. Ça veut dire que je suis complètement embobiné dans le système israélien. Et je vais lire votre livre. Mon français n'est pas tout à fait parfait, je le maîtrise un peu. Alors, quand même, ça m'a beaucoup intéressé, touché. Merci beaucoup, excusez-moi pour cette longue. Non, c'était très exposé. intéressant, Martin. Merci beaucoup, Martin. Voilà. Très intéressant, très très intéressant. Et j'espère que vous le trouverez en Israël. Effectivement, j'ai 7 ans là de Laurent Duteuil chez Viviane Ami, H-A-M-Y. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre encore merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, Martin Sessler. Et est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Alors, je vois par ailleurs qu'il y a, j'ai vu Josette Guigui qui dirige. Oui. Voilà, bonjour Josette, qui est à Marseille et qui est la fondatrice et pilier du Salon du Livre Vizzo de Marseille. Merci d'être là, Josette. Merci, Gabrielle. Justement, est-ce que je peux intervenir puisque Bien sûr. Je n'ai pas pu être là au tout début de votre entretien, donc si vraiment la question a déjà été abordée, ben, je la retirerai. Je vous en prie. Moi, ce qui m'a frappé, dès la première page, enfin avant même de commencer à lire le livre, c'est la citation que vous mettez, Monsieur Duteuil, du rabbin Kook. Je ne parle pas parce que j'ai la force de parler, je parle parce que je n'ai pas la force de garder le silence. Et je trouve que cette phrase résume finalement tout le problème que l'on rencontre à la lecture de votre livre, que j'ai beaucoup apprécié personnellement aussi. Nous devions vous recevoir à Marseille et nous avons eu un petit souci épidémique. J'aimerais que vous nous disiez peut-être, si ça n'a pas été abordé, pourquoi avoir eu cette référence d'un rabbin qui est un spécialiste du Talmud? Pourquoi? Voilà, ça m'a frappée. D'abord, je suis très heureux de vous rencontrer, madame, parce que j'ai entendu beaucoup parler de vous et de tout ce que vous faisiez à Marseille et pas seulement à Marseille. J'aurais bien voulu aussi venir, c'était un 14 décembre, je crois, avec d'autres auteurs, hein, bien sûr, à votre rencontre. Et comme vous m'avez dit, ou à mon éditeur, que ce n'était que partie remise, je me réjouis de vous retrouver physiquement à la première occasion. Pour répondre à votre question, en fait,
le texte, je l'ai découvert par hasard. Il n'est pas lié à une étude particulière, ce que vous sembliez introduire comme idée. Ah, le Et texte, donc, la phrase du Rav Kook. oui, Du Rav Kook, voilà. Et c'est en le choix de fait, l'éditrice. et en fait, je l'ai choisi parmi d'autres possibilités de citation parce qu'il résumait absolument ce qui m'avait motivé pour écrire ce livre. C'est-à-dire que je ne voulais plus rester dans le silence. Il fallait pour moi qu'il y ait quelque chose de vital qui était en jeu. Et donc, écrire est devenu une nécessité vitale. Et c'était à la fois une manière d'être au clair avec moi-même et une manière de transmettre à mes enfants. Et donc, ce silence-là, je n'en voulais plus. C'est la raison pour laquelle, en fait, ce livre, j'ai mis 30 ans à l'écrire, ou 40 ans, même si je l'ai écrit en 2 ans. Mais il m'a habité en permanence, comme si, comment dire, pendant longtemps, j'avais été habité par une poussière identitaire qui avait tournoyé autour de moi jusqu'au moment où cette poussière identitaire a commencé à tournoyer à l'intérieur de moi. Et donc, justement, c'était pour moi le fait de dire ma vie, de dire mes origines et de les assumer, contrairement à à la volonté de mes parents. Il a donc fallu que je surmonte cet obstacle pour finir ma course, si je puis dire. Merci. Donc, merci beaucoup d'avoir posé cette question qui est une très belle question. Ben, j'avais tout préparé pour votre venue. Ben, le salon du livre Vizzo Marseille, finalement, n'a pas eu lieu, Josette? Allô? Ah, on l'a perdu. Bien, le salon du livre Vizzo pour l'instant, d'autant plus que vous le savez, moi maintenant, je m'occupe de la région et du livre, mais il y a aussi une nouvelle responsable à Marseille, et donc il faut qu'une nouvelle équipe puisse aussi rentrer dans le jeu pour ce salon. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à la Vizzo Marseille, et j'en profite d'ailleurs, en présence de Josette Guigui et de Madame Rosner, de vous remercier beaucoup parce que je sais le travail que vous menez pour réunir toute une série d'auteurs qui permet aussi à des auteurs de mieux se connaître et de rencontrer leur public. Donc, merci à vous de ces initiatives répétées qui nous offrent la possibilité de nous exprimer et de nous connaître. Merci. On prend les compliments pour les salons du livre. D'ailleurs, votre livre, vous le savez, est dans la sélection pour le prix Vizzo 2022. Il est lu dans tous les comités de lecture de toutes les sections de Vizzo France, en vue, bien sûr, du vote après, en juin, pour le prix Vizzo. Voilà. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Merci Josette en tous les cas. Merci Gabrielle. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à dire? Dora Husselstein, non? Non. Moi, j'ai une petite réflexion par rapport à la réponse qui était donnée maintenant. Finalement, écrire les livres, c'est une déclaration en public. C'est un coming out, exactement, Yoav. C'est un coming out. Oui, c'est un coming out, mais je vais vous raconter aussi une petite anecdote au sujet de ce coming out. Oui. Parce qu'évidemment, écrire un livre comme ça, pour mon père qui est encore vivant, c'est compliqué. Il a lu? Comment il a réagi par rapport au livre? Dans un premier temps, assez bien, parce qu'en fait, j'étais édité. Et donc, il était assez fier que son fils soit édité. Mais quand même, la vérité est revenue à l'occasion d'une discussion que nous avions eue il n'y a pas très longtemps. Et il m'a quand même dit, mais qu'est-ce que tu avais besoin d'étaler cette histoire sur la place publique? Ça m'est quand même tout à fait désagréable. Et ma sœur, que j'aime beaucoup par ailleurs, a une maison dans le Cotentin. Et je lui dis comme ça un peu pour la provoquer, j'aime bien provoquer un peu les choses, mais tu pourrais peut-être m'organiser une dédicace en librairie dans le petit port de pêche où tu as ta maison. Et elle me dit, ah non, ça sûrement pas. Alors je lui dis, mais pourquoi? Mais parce que
là où je suis tranquille et personne ne le sait. Mm. Et je ne veux pas qu'on le sache. Donc, vous voyez, entre ma sœur et moi, mon père a réussi avec ma sœur, mais il n'a pas réussi avec moi. Exactement ça. Exactement ça. C'est incroyable. Et sans être indiscrète, votre sœur a des enfants? Elle a 2 enfants, absolument, oui. Et ils ont, on va dire, le même état d'esprit que vos enfants, un peu de recherche de ce côté-là, ou pas du Non, tout? non, Pas du tout. non, c'est verrouillé. Oui, c'est ça, ouais. Enfin, Ah là là, on peut toujours déverrouiller, hein. ouais, Ben mais oui, c'est et donc il appartient à chacun, comme Martin Sessler tout à l'heure l'a dit, de se porter. Oui, tout à fait. C'est, mais du coup, si peut-être pour terminer, Laurent Duteuil, comment dire, est-ce que votre quête d'identité est terminée avec ce livre? Ou est-ce que vous avez, vous ressentez je sais pas, le besoin, la nécessité de, peut-être, de vous intéresser, à l'étude juive, ou un peu plus à Israël? Enfin, je ne vous demande pas si vous allez partir faire votre alia comme a fait, Martin à 20 ans, mais, il y a d'autres moyens de continuer en fait la quête, d'identité, de la matérialiser plus. J'ai beaucoup de chance d'être juif. Pardon? J'ai beaucoup de chance d'être juif. Ah, sans aucun doute, oui. On Euh, est d'accord. je vous le dis à vous, mais je ne vais pas aller le clamer sur les toits. Mais c'est ce que je ressens profondément. Et je finirai, pour répondre à votre question, par un proverbe de yiddish, selon lequel il est peut-être difficile d'être juif, mais c'est intéressant de l'être. La judéité m'intéresse, les juifs m'intéressent. La manière dont vous posez les questions, la manière dont nos spectateurs réagissent m'intéresse. Cette sensibilité me touche et donc me nourrit dans la vie. Si bien que, évidemment, je suis à l'écoute de tout ce qui peut venir à moi ou que je peux aller chercher à l'occasion. Et de ce point de vue-là, je dois dire qu'à chaque fois, et sans prétention, il y a un message d'universalité et d'humanité, et c'est ce qu'il y a le plus important pour moi, car avec l'humanité et l'universalité, il y a la tolérance, il y a l'indulgence, et finalement, cette démocratie que nous avons à préserver. Bah, écoutez, partir de la quête d'identité juive pour terminer sur, la démocratie que nous avons à préserver, c'était pas mal. Effectivement, c'était une manière d'élargir, et d'universaliser, en tous les cas, la singularité, de l'identité juive. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup Laurent Duteuil. Si personne, ne veut intervenir encore, sinon nous allons arrêter là, il est presque 3 heures. Yoav? Laurent Blum, il est toujours là, Laurent? Oui. Laurent? Ouais. Mm. Donc, c'est bon? Bah, Bon, écoutez, je je crois pense qu'il n'y a que pas de questions, voilà. voilà, nous allons alors arrêter. En tout cas, c'était vraiment une rencontre intéressante, me semble-t-il, avec une manière, en fait, un livre, des témoignages sur l'identité juive. Il y en a, mais finalement, enfin, cette quête, comment dire, ce type de problématique, nous savons que ça a existé dans d'autres familles, puisque la Shoah, évidemment, tous les gens qui ont été touchés par la Shoah ont réagi après de manière diverses et variées. Mais franchement, c'est la première fois que je lisais un livre qui racontait avec autant de détails, de franchise, de sincérité, cette cette conséquence pour vous, pour donc la génération née après la guerre, qui a subi en fait un empêchement d'être juif, voilà, avec des parents qui ont décidé de ne plus l'être et qui ont décidé que leurs enfants ne le seraient pas. Donc voilà, donc je rappelle, j'ai 7 ans, Laurent Duteuil. Voilà, merci beaucoup à tous. Je voudrais Vous voulez rajouter Martin, quelques vous dire secondes. oui. Je vous voudrais quelques Pour le secondes. remercier. Merci. Merci à vous, Monsieur Sessler. Et puis, je voudrais remercier très chaleureusement à la fois Monsieur Brossano et Madame Rosner. Et pour ne rien vous cacher, comme j'ai été invité par la WISO à Strasbourg, parce que notre ami Wolfermann de la librairie Kléber s'est intéressé à mon livre, parce que j'ai été coup de cœur justement dans cette librairie, et qu'aujourd'hui, vous m'invitez, je pourrais dire que pour mon livre, Strasbourg et sa ville de cœur.
Je transmettrai à François Wolfermann, effectivement, qui a fait également une interview de vous, et effectivement, qu'on peut trouver sur le net, et qui était une très belle interview également. Et je salue José Guigui et la Ouiseau de Marseille. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci Yoav pour, Merci à toi, Gabriel. voilà, pour l'émission. Et puis à une prochaine, oui, à bientôt. Je suis bien contente d'avoir repris les interviews, et j'espère qu'on continue. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À bientôt. J'espère à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.